Je vais vous parler du livre de Michaël Doucleff, qui est édité aux éditions Le Duc, qui s'appelle Chasseurs-cueilleurs parents. Et pourquoi je résume le livre? C'est parce que j'ai vu que l'autrice se trouve piégée dans une confrontation avec sa fille, qui l'épuise, la pousse à bout. Elle crie sur sa fille, comme on a crié sur elle quand elle était enfant. Elle ne comprend pas le stress, les larmes, l'épuisement, alors même qu'elle veut, comme tout parent, faire du mieux possible pour sa fille. Donc elle va utiliser son expérience de journaliste scientifique pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et elle construit une réponse intéressante dans un livre que j'ai trouvé très complet et que j'ai souhaité résumer pour en transmettre le sens à mes enfants. L'une des premières questions qu'elle pose, c'est de savoir si notre modèle éducatif est pertinent. Elle s'appuie sur des études et montre que l'étude de la psychologie de l'éducation souffre d'un biais majeur. En effet, 96% des études n'étudient que des personnes d'ascendance européenne qui se caractérisent par l'acronyme WERD, qui signifie civilisation et culture de l'ouest de la planète, généralement éduquée, en pays industrialisés, riches et démocratiques. Or, ces civilisations ne représentent que 12% de la population mondiale. Ceci signifie qu'en termes chiffrés, les personnes issues des sociétés occidentales comptent parmi les populations les moins représentatives que l'on puisse trouver pour établir des généralités sur l'ensemble des êtres humains. Et quand on compare nos sociétés occidentales à des sociétés de culture ancestrale, elles apparaissent souvent bizarres, différentes à de nombreux niveaux. Par exemple, l'attribution des sanctions, la conception de l'équité, la valorisation des choix, l'analyse de l'espace en 3 dimensions, la stimulation des enfants, les compliments, etc. Pour illustrer cette différence culturelle, l'autrice utilise l'illusion de Franz Müller-Lyer. Il faut regarder les 2 lignes situées à la partie supérieure de la diapositive. Si vous montrez ces lignes à des Américains, ils vont penser que la longueur de ces lignes est différente, avec une ligne du haut plus longue que l'autre. Si vous montrez ces 2 lignes à des Africains, ils ne vont pas y voir de différence. Ceci peut s'expliquer par la théorie des boîtes. En effet, certaines civilisations, par exemple la civilisation américaine, vivent dans des environnements à angle droit ou des environnements charpentés comme les maisons, les lits, les trains, les bureaux qui sont assimilés à les boîtes. Et dans ces circonstances, le cerveau occidental transforme inconsciemment les lignes bidimensionnelles en boîtes tridimensionnelles. La ligne du bas ressemble à un bord qui vient vers nous, donc qui est plus proche. La ligne du haut ressemble à un bord qui s'éloigne de nous, donc qui s'éloigne. Inconsciemment, le cerveau de culture occidentale étire la ligne du haut du fait de son environnement dans des civilisations charpentées. Mais dans bien des cultures, les gens sont environnés de formes arrondies, par exemple les dômes, les matériaux souples, les arbres, les animaux, la terre, etc. La nature en général produit beaucoup moins d'angles droits, elle adore les courbes. Dans les cultures de forme arrondie, on ne fait pas de différence entre les 2 lignes. On voit donc que les sociétés non-WERD ont une interprétation différente de l'illusion d'optique. Quelle conclusion peut-on en tirer? La première conclusion est de dire si appartenir à une culture déforme une chose aussi simple que la perception de 2 lignes noires, notre culture peut-elle influencer des processus plus complexes, par exemple les effets de l'éducation sur notre manière de percevoir le comportement des enfants. Et la deuxième chose, c'est se poser la question si certaines idées communément admises dans nos sociétés n'étaient en réalité que des illusions d'optique créées par notre culture. Une autre question que se pose l'autrice, c'est la question de la famille nucléaire. La culture occidentale considère la famille nucléaire comme un modèle idéal, père, mère, enfant, sous un même toit. Mais en fait, dans l'histoire de l'humanité entière, pendant 99,9% du temps passé par l'être humain sur Terre, la famille nucléaire n'existait pas. Elle n'a pas de racines réelles dans le passé.
Pendant des millénaires, l'éducation était une affaire multigénérationnelle. Pendant les 1000 dernières années, la famille occidentale s'est progressivement réduite. Et finalement, les parents se trouvent actuellement seuls pour élever leurs enfants, ce qui entraîne tension et épuisement. Beaucoup d'études constatent que l'isolement des parents, l'absence de conseillers, l'absence de compétences acquises à partir des ascendants est une source profonde de tension psychologique, ainsi que de dépression du postpartum et de dépression de l'enfant et de l'adolescent. Dans une famille élargie, chacun a des obligations et des responsabilités vis-à-vis des autres. Il doit tenir compte des besoins d'autrui. Les besoins individuels passent après la sociabilisation et la coopération. Quand on passe à table, tout le monde mange le même plat, issu de la même casserole, il n'y a pas d'autre choix. Dans une famille réduite à 2 parents et 2 enfants, beaucoup de ces obligations s'envolent. On perd les aptitudes à composer et tenir compte des autres. On a le temps et l'espace pour les besoins et les préférences de chacun. En une centaine d'années, on peut aboutir à une situation où, à table, chacun mange un plat différent et y va de son propre avis sur la manière dont il doit être préparé et mangé. L'individualisme règne en maître, les enfants peuvent devenir autoritaires. Autre question posée par l'autrice, pourquoi éduquons-nous nos enfants comme nous le faisons ? On part généralement du principe que les conseils des experts et des médecins sont les meilleurs. Et l'autrice cite une étude d'un écrivain qui s'appelle Christina Hardimant, 1980, qui était mère de 4 enfants et se trouva submergée par les conseils donnés par ses médecins. Elle décida de colliger 650 publications dans un livre qui s'appelle Dream Babies. Et les conclusions de cet ouvrage sont intéressantes. Premièrement, la plupart des conseils éducatifs aujourd'hui en circulation ne se fondent ni sur des études scientifiques ou médicales, ni sur des savoirs traditionnels transmis de mère en mère. Deuxièmement, la plupart sont des informations souvent rédigées par des hommes pour permettre de gérer un nombre important d'enfants en même temps, souvent en institution. Troisièmement, la diffusion de ces informations, régulièrement mise à jour, a été facilitée par une audience croissante de parents épuisés, avides de conseils, stimulés par les éditeurs. Et puis, il y a les sujets éternels. On lit au fil du temps des conseils totalement opposés sur l'alimentation, le rythme des repas, la gestion des pleurs, l'apprentissage de la propreté, la durée et les rythmes de sommeil, la façon d'endormir un bébé, le berceau, etc. Et il y a particulièrement 3 pratiques qui attirent l'attention, l'apocalypse des bidules, l'orgie d'apprentissage et les compliments. Pour parler de l'apocalypse des bidules, il faut revenir au début du XIXe siècle, aux USA, où tous les enfants riches ou pauvres jouaient de la même manière comme depuis 200 000 ans. Ils créaient leurs propres jouets à partir d'objets trouvés à la maison. Les jouets informels étaient plus importants que les jouets officiels. On découpait des robes de poupée dans des draps, on fabriquait des bâtons avec du bois, des cerfs-volants avec du papier, etc. Au début du XIXe siècle, germa l'idée chez les experts en éducation qu'il fallait utiliser des blocs pour apprendre l'ordre et la construction et des jeux de société pour inculquer les notions de planification et de commandement. Puis, la révolution industrielle apporta en masse les jouets, poupées, puzzles, livres, etc. dans les foyers, et simultanément les psychologues décidaient qu'il fallait encourager à jouer plutôt qu'à contribuer aux tâches domestiques. Le consumérisme acheva d'alimenter la pléthore en jouets, soutenu par psychologues, pédiatres, experts en santé publique et surtout les médias qui, parallèlement, encourageaient tout ce qui pouvait être vendu dans l'intérêt des enfants. L'orgie d'apprentissage
découle d'une idée née dans les années 50. Après le lancement de Sputnik 1, certains évoquèrent le retard technologique des USA et naquit l'idée que les enfants américains étaient moins bien élevés en termes d'innovation et de performance scolaire et universitaire par rapport aux enfants russes. D'où une injonction à accélérer activement l'apprentissage des enfants, les éduquer dans un environnement stimulant, bruyant, coloré, en constante évolution, enseigner précocement les mathématiques, les sciences, le vocabulaire, etc. On avait donc une nouvelle mission pour les parents, stimuler, instruire, éduquer. Parfois même de la part des spécialistes de l'éducation, en ayant recours à la peur et à la culpabilisation des parents. Aujourd'hui, ces conseils sont devenus des habitudes, voire des obligations, pour la plupart des parents, parfois à l'excès, au risque que cette stimulation permanente épuise les parents et détourne les enfants. En ce qui concerne les compliments, on complimente un enfant en pensant que cela renforce son estime de soi, selon les psychologues et les psychiatres et les pédiatres des années 80-90, qui sont les précurseurs de la période actuelle du développement personnel. En réalité, l'examen précis des données montre qu'il n'y a pas de causalité évidente entre une estime de soi médiocre et toutes sortes de problèmes sociaux, émotionnels, l'échec scolaire, l'alcoolisme, la toxicomanie, la criminalité, la violence, etc. Et donc le conseil de porter les enfants au nu, d'ignorer leurs erreurs, de les complimenter, de les critiquer avec parcimonie, de manier la discipline avec précaution, entraîne, suivant un grand nombre d'études, des conséquences très diverses et pas forcément positives. Dans certains cas, les louanges sont démotivantes et détournent l'enfant de ce pourquoi il est félicité. Certaines études indiquent aussi que l'excès de compliments augmente l'égocentrisme de l'enfant et stimule la compétition avec ses frères et sœurs pour obtenir la louange des parents. Ces éléments devenant plus tard pourvoyeurs d'anxiété à l'âge adulte. Ainsi, notre approche éducative est unique au monde. Dans les sociétés qui ne complimentent pas ou peu, la confiance en soi, la force mentale, l'efficacité en famille, l'écoute et la coopération des enfants paraît meilleure. La méthode Maya. L'autrice s'est rendue avec sa fille jusqu'à la péninsule du Yucatan pour partager l'éducation des enfants mayas très étudiée par les anthropologues. La particularité est la notion de l'enfant acomedido. L'enfant acomedido, c'est un enfant attentif à ce qui se passe autour de lui. Il est habile, autonome, remarquablement serviable pour s'acquitter d'un grand nombre de tâches sans qu'on lui demande. Les 3/4 des mères confirment que leur enfant, quand il constate que c'est nécessaire, prend naturellement l'initiative d'assumer une tâche sans consigne de sa mère. Ranger une pièce si une pièce est en désordre, prendre son frère dans ses bras quand il pleure, faire la vaisselle s'il voit qu'elle est sale. L'enfant n'a besoin d'aucune sollicitation, n'est pas complimenté, prend plaisir à accomplir des tâches et en est fier. Cette méthode n'est pas propre aux communautés Maya et Nahua, elle est répandue partout dans le monde. Plus on s'approche de régions urbaines et occidentales, moins elle est présente. Comment apprendre aux enfants à aider volontairement ? L'étude du comportement des enfants humains met en évidence 2 caractères communs à tous les enfants du monde, les colères et la serviabilité. Le désir d'aider serait pour tous les petits humains secondaire au désir fort d'être entourés par leur famille et reliés à leurs parents. Faire quelque chose avec autrui les rend heureux et participe grandement à leur développement émotionnel. Que les enfants naissent avec le désir spontané d'aider ne fait aucun doute. À partir de là, 2 voies sont possibles qui dépendent de l'attitude des parents. De nombreux parents, notamment occidentaux, vont rabrouer leur enfant quand il veut aider. Ils trouvent que cela est inutile.
L'enfant est mis à l'écart, dans une pièce à côté ou devant un écran. Cela signifie « ne fais pas attention à ce que je fais, ne m'aide pas ». Rapidement, l'enfant est moins attentif, il n'aide plus, il apprend qu'aider n'est pas de sa responsabilité. Les mères mayas font l'inverse. Elles accueillent l'aide des enfants, même si elle est maladroite ou brutale. Et rapidement, l'enfant aide naturellement avec plaisir et en est heureux. La première étape pour élever les enfants serviables se résume en une phrase : il faut les laisser s'entraîner, à ranger, à cuisiner, à cueillir, à nettoyer, à construire, etc. Il n'est jamais trop tard pour le faire, il faut commencer dès le plus jeune âge. Et les enfants sont capables de bien plus que ce que l'on imagine. Il faut placer la barre haut et laisser l'enfant montrer ce dont il est capable. Ceci permet aussi aux parents d'apprendre beaucoup sur leurs enfants et de les aimer davantage. Évidemment, on doit rester prudent et adapter l'aide à l'âge des enfants. Avec les bébés, dès que l'enfant tient assis, l'asseoir à côté de soi quand on travaille ou que l'on s'occupe à autre chose pour qu'il voit ce que l'on fait. Oubliez l'idée de l'obligation à divertir avec des jouets ou des gadgets. Inclure l'enfant dans toutes les tâches de la vie quotidienne en sécurité. Lui montrer ce que l'on fait sans nécessairement lui expliquer. Pour l'enfant, l'important c'est observer. Pour le parent, l'important c'est inclure. Avec les jeunes enfants, c'est-à-dire 1 à 6 ans environ. D'abord leur montrer. Éviter d'envoyer les enfants ailleurs, les inviter à rejoindre les parents et rester près d'eux pour les faire participer. Ensuite, encourager. Si un enfant demande à aider, l'encourager, même s'il fait mal. Le guider pour corriger, en restant évidemment dans une activité compatible avec les compétences de l'enfant. Ensuite, demander de l'aide pour stimuler la coopération. Tiens ça, remue ça, porte ça, occupe-toi de ceci, fais cela. Ne pas penser qu'il y a des tâches plus gratifiantes que d'autres. C'est le fait d'aider qui est important. Il faut que l'enfant apporte une contribution réelle à la famille. Il doit la percevoir comme telle. Ne pas utiliser de faux instruments. Les enfants voient tout de suite la différence. Il ne faut pas non plus utiliser de missions fausses ou simulées. Les tâches doivent être réalisables. Ne jamais forcer un enfant, ne jamais abuser dans les demandes. Quand on cherche à élever des enfants coopérants, il y a une différence frappante entre les parents mayas et les parents de Chicago. Les parents mayas ne ressentent pas le besoin constant de divertir leur enfant et de jouer avec eux. Ils ne pratiquent pas les activités centrées sur l'enfant, c'est-à-dire les activités qu'ils ne pratiqueraient pas s'ils n'avaient pas d'enfants. Au lieu de ça, ils accueillent les enfants dans la vraie vie et leur en donnent accès sans restriction. Les jeunes enfants adorent cela car ils meurent d'envie d'y participer. Ils ne font pas la différence entre le travail adulte et le jeu. Ils associent les tâches ménagères, par exemple, comme des activités positives, amusantes et ludiques. Cela a deux avantages. Premièrement, il n'y a pas à planifier des activités pour les enfants et donc c'est reposant pour les parents. Deuxièmement, pour les enfants, il est plus facile et moins stressant d'apprendre de cette manière. Cela génère moins de conflits et de résistance. Et le plus important est que, ainsi, cette attitude donne aux enfants ce que l'on peut appeler une carte de membre. Pour expliquer la carte de membre, il faut dire qu'en Occident, il y a deux leviers de motivation, la récompense et la punition. Dans bien d'autres cultures est exploitée une autre source de motivation,
c'est l'ardeur que met l'enfant à faire partie intégrante de la famille, c'est son besoin d'appartenance. C'est une source très puissante de motivation. Les enfants réalisent des tâches avec une aisance relative parce qu'ils sont dévoués à leur famille. Ils sont programmés pour coopérer ainsi, c'est l'une des caractéristiques de l'être humain. Il y a une condition pour que cette motivation s'exprime, avoir conscience d'être pleinement et réellement contributeurs dans la famille. Les enfants sont conscients, dès leur plus jeune âge, de leur relation avec les autres et savent s'ils font ou non partie de l'équipe. À chaque fois qu'on intègre l'enfant, on renforce cette motivation. À chaque fois qu'on choisit une activité centrée sur l'enfant, on lui retire un peu de sa carte de membre, on éloigne sa motivation à vivre en équipe. La participation aux tâches domestiques et l'autonomie sont les plus puissants pourvoyeurs d'équilibre. En pratique, comment former à la coopération? Par exemple, faire du week-end un jour d'adhésion familiale. Remplacer les activités centrées sur les enfants par des activités centrées sur la famille et le monde des adultes. Prendre chaque jour un moment qui ne soit pas consacré à divertir ou à instruire les enfants et les laisser tranquilles pendant ce moment. Appliquer la règle des 10-10-10. Chaque jour pendant 10 minutes, je suis à au moins 10 mètres de mes enfants et je me tais pendant 10 minutes. Réduire les activités centrées sur les enfants. Augmenter leur exposition au monde des adultes. Réduire les jouets, n'en garder que quelques-uns. Encourager l'enfant à ranger les jouets. Utiliser les jouets pour apprendre le partage. Reconsidérer son rôle de parent. Suis-je un animateur de divertissement ou un acteur d'aide et de coopération? Demander à l'enfant de mettre la main à la pâte aussi souvent que possible. Si l'on observe ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on observe une manière commune d'éduquer les enfants, une approche remontant à des milliers d'années, encore présente dans les sociétés occidentales il y a une centaine d'années. Elle repose sur 4 piliers de la relation parent-enfant. La tendre camaraderie, les encouragements, l'autonomie, un minimum d'ingérence. Dans les sociétés occidentales, on insiste beaucoup sur l'autonomie. L'enfant doit faire ses devoirs, ranger sa chambre, etc., seul. Ceci va à l'encontre du désir d'être entouré et d'être aidé, caractéristique de l'Homo sapiens dès son plus jeune âge. Partout dans le monde, des parents exploitent cet instinct, soit en aidant l'enfant, soit en demandant son aide, sans l'obliger. C'est la tendre camaraderie. Ce n'est pas la chasse gardée du père et de la mère. Tous ceux qui entourent l'enfant peuvent participer. Grands-parents, frères, sœurs, etc. Ce n'est pas stimuler l'enfant en permanence. C'est accepter que l'enfant accompagne les parents pendant la journée en s'adonnant à ses propres activités dans son univers ou dans celui des autres. Ceci permet aussi d'enseigner un grand nombre de choses aux enfants. Il y a la question des compliments. Edward, psychologue américain dans les années 70, a cherché à savoir ce qui motive une personne à agir de son plein gré, sans l'impulsion de forces extérieures comme les récompenses, les punitions ou la reconnaissance. Il a montré l'existence de la motivation intrinsèque qui permet à une personne de réaliser et d'apprécier une activité pour elle-même avec une forme de gratification interne. Plus de 500 études ont été publiées sur le sujet. 3 éléments sont déclencheurs de la motivation intrinsèque: le lien, le sentiment d'autonomie, le sentiment de compétence. Le lien, c'est le sentiment de se sentir intégré à un groupe, une famille, tel qu'on l'a déjà vu. Le sentiment d'autonomie a déjà été évoqué avec le fait de ne jamais obliger un enfant à faire ou continuer de faire quelque chose.
Le sentiment de compétence naît d'un point d'équilibre entre une tâche suffisamment stimulante pour intéresser l'enfant, mais n'exigeant pas une compétence inadaptée qui le ferait douter. Pour aider les enfants à se sentir compétents, les Mayas ne font pas de compliments. Ils manifestent leur approbation par des expressions faciales, non verbales. Les compliments sont accusés de stimuler la compétition entre frères et sœurs et diminuer la coopération entre eux. Ils n'utilisent pas les compliments, mais ils utilisent un autre outil, c'est la reconnaissance. Se montrer reconnaissant, c'est accorder en silence de la valeur à la contribution de l'enfant, quelle qu'elle soit. La reconnaissance alimente l'intérêt de l'enfant à une tâche. C'est accepter une tâche absurde, anodine, mal réalisée. C'est être attentif à ce que l'enfant fait. C'est l'encourager à poursuivre sans compliment. L'inverse, c'est exprimer une résistance. Face à une idée ou une contribution de l'enfant, cela érode son sentiment de compétence et cela le démotive. La reconnaissance permet une collaboration fluide et égale entre parents et enfants. En résumé, apprendre à motiver un enfant, quelles peuvent être les méthodes ? D'abord, attirer l'attention sur la serviabilité. Ça m'aide bien ce que tu fais. Attirer l'attention sur celle des autres ou pointer le manque de serviabilité. Cesser les récompenses et les punitions. Expliquer la valeur ajoutée du service rendu. Associer la serviabilité à la maturité. Par exemple, si tu ne fais pas ceci ou cela, c'est parce que tu es encore un bébé. Aider l'enfant à accomplir la tâche en s'amusant. On va ranger en lançant les vêtements. Menacer de conséquences naturelles. Les fourmis vont venir si tu ne ranges pas tes vêtements. Attirer l'attention sur les moments où l'enfant aide ou a aidé. Tu m'as aidé tout à l'heure, alors je dois t'aider maintenant. Valoriser la contribution de l'enfant. Écouter ses idées, y répondre, en discuter, sans s'y opposer. On s'oppose toujours beaucoup trop, sans s'en rendre compte. Éviter le plus possible les compliments. Donc, en résumé, pratiquer, c'est-à-dire donner à l'enfant l'occasion d'aider, donner l'exemple, c'est-à-dire permettre à l'enfant d'observer ce que vous faites, et enfin être reconnaissant. L'intelligence émotionnelle des Inuits. Il y a 1000 ans, une tribu inuite vivait en Alaska et en Russie. En 1963, un anthropologue de Harvard leur rendit visite plusieurs mois et en tira un livre qui s'appelle « Never in Anger », jamais en colère. 2 idées majeures. Premièrement, les Inuits sont exempts de colère. Deuxièmement, le manque de patience, générateur de colère, est l'apanage des enfants. Michael Doucleff a revécu ces concepts avec sa fille en vivant plusieurs mois avec les Inuits, se fondant sur une idée simple: quand on crie sur un enfant, il cesse d'écouter. Au début de son séjour, voyant sa mère en avoir marre de sa fille énervée, les femmes inuites lui ont dit « Ta fille doit en avoir marre de toi, c'est pour ça qu'elle se comporte mal. » Se fâcher sur un enfant ne sert à rien qu'à interrompre la relation que l'on a avec lui. Même les punitions légères sont inappropriées. Quand on crie et qu'on se fâche sur un enfant, on donne l'exemple de la colère, l'enfant crie en retour, on lui apprend la colère, c'est un cercle vicieux. À l'inverse, garder son calme, c'est apprendre à l'enfant à réguler ses émotions. En pratique, si je fournis à l'enfant des occasions de pratiquer la colère, je montre l'exemple de la colère, mon enfant apprend à être
en colère. Comment cesser d'être en colère contre son enfant? D'abord, se taire. Éviter les « qu'est-ce qui ne va pas » ou « qu'est-ce que tu veux ?» Quand on ressent de la colère, se taire. Deuxièmement, s'éloigner quelques minutes. Quitter la pièce, laisser si possible l'enfant un peu seul. Cela fait aussi comprendre à l'enfant, en silence, que son comportement n'est pas acceptable. Troisièmement, apprendre à ne plus être en colère. Cela suppose d'oublier l'idée selon laquelle les enfants voudraient faire du chantage et nous pousser à bout. Et comprendre que si naturellement un enfant se comporte mal, c'est ainsi qu'il est conçu. Il n'est pas doué de compréhension, de respect, de capacité à écouter. C'est à ses parents de lui apprendre en s'adaptant à son âge. Il n'y a donc aucune raison de se disputer avec un jeune enfant qui est par définition un être illogique et inadapté. On doit s'attendre à ce qu'il n'ait pas un comportement approprié. Il faut encourager mais jamais forcer. Utiliser d'autres outils que la menace, le chantage ou la punition pour motiver l'enfant. Traiter l'enfant comme un petit adulte, lui parler avec calme et respect. Forcer un enfant n'a jamais aidé. Cela érode son désir instinctif d'accomplir une tâche volontairement. Cela endommage la relation avec l'enfant, cela peut déclencher des disputes et faire naître de la colère des deux côtés. Cela retire à l'enfant l'opportunité d'apprendre à décider lui-même. Il faut lui parler de ses erreurs, avec honnêteté. Il faut encourager, et encourager encore, il finira par apprendre. Pour gérer les crises de colère, il faut cultiver son calme. Dans de nombreuses cultures de par le monde, les parents considèrent que cette vertu est aussi importante que les autres apprentissages. Je donne à l'enfant des occasions de s'entraîner à garder son calme, je lui donne l'exemple, j'exprime ma reconnaissance, c'est ainsi que l'enfant apprend à garder son calme. Si un enfant est contrarié, parler peu, bouger peu, rester peu expressif, les émotions sont contagieuses. C'est comme s'approcher d'un papillon. Être silencieux, immobile, tendre, l'enfant y verra un refuge dans une tempête. Pour gérer les crises de colère, il y a aussi le contact physique. L'autrice prend l'exemple de Caleb, un enfant inuit qui était en furie. Sa mère le prend sur le ventre, fait l'avion avec lui tapote les fesses, en lui disant « ça me fait mal, on ne fait pas ça aux gens ». Le contact physique calme l'enfant tout en lui montrant qui est le chef, c'est-à-dire sa mère. Porter les enfants dans le dos, les chatouiller. Le toucher libère l'ocytocine, qui est l'hormone des câlins pour l'enfant, qui signale à l'enfant qu'il est aimé et en sécurité. L'explosion émotionnelle d'un enfant résulte de l'activation de l'hémisphère cérébral droit, qui est aussi celui de la signification, des émotions, des souvenirs personnels, le gauche étant celui de la logique. Le contact physique parle à l'hémisphère droit et permet de mieux communiquer avec l'enfant. Quand un enfant de 4 ans ne peut marcher au plafond comme Spider-Man, inutile d'appeler son hémisphère gauche en lui rappelant les lois de la physique. Pour gérer la colère, il y a aussi l'émerveillement. Les émotions sont comme les muscles, elles fondent quand on ne les sollicite pas. Il faut entraîner l'enfant à s'émerveiller en s'émerveillant soi-même de tout, même de choses insignifiantes. Le cerveau de l'enfant attend sans cesse que le monde lui envoie ses instructions de câblage. Pour gérer la colère, sortir et ignorer les crises de colère. Un grand nombre de cultures font sortir les enfants des maisons, des huttes, des igloos, des appartements quand les enfants deviennent intenables. Prendre l'air apaise. En cas de crise de colère, le principe est de faire comme si l'enfant n'était pas là, mais avec nuance. Les parents inuits ne laissent pas pleurer longtemps leur jeune enfant,
Ils savent que les enfants n'ont pas la même faculté émotionnelle que les adultes. Il faut aller doucement quand un enfant perd le contrôle de son émotion et commencer par se débarrasser de sa propre colère et de sa frustration et les remplacer par de l'empathie et de l'amour. Pour maîtriser et gérer les mauvais comportements de tous les jours, le premier outil, c'est le regard. Le regard qui dit tout. Rassembler ce que l'on veut dire en émotion à l'égard de l'enfant et tout canaliser dans les yeux, le nez, les sourcils ou une autre partie du visage. Cette mimique est très efficace. Plutôt que de dire non, elle fonctionne à distance, elle est silencieuse et on ne peut pas négocier avec. Le deuxième outil, c'est le puzzle des conséquences. Ne pas dire à un enfant « arrête de jeter des cailloux », mais lui dire simplement « tu vas faire mal à quelqu'un avec tes cailloux ». Ne pas dire « arrête de faire du bruit », mais dire « tu parles trop fort, tu vas réveiller ta sœur ». Ce mode de communication est respectueux de l'enfant et de sa faculté d'apprentissage. Le troisième outil, c'est poser des questions, c'est-à-dire transformer les ordres et les critiques ou des remarques en questions. Par exemple, « tu me prends pour qui ? Qui est irrespectueux ? Qui a mis ce bazar ? Qui est méchant avec son frère ?» Le quatrième outil nécessite de comprendre que quand un enfant enfreint les règles, exige quelque chose ou semble obstiné, c'est une manière pour lui de demander des responsabilités ou une plus grande participation à la vie de la famille. Il faut lui donner des responsabilités et des missions. Pour le cinquième outil, il faut se souvenir que dans la grande majorité des cultures, les parents parlent peu mais agissent. Ils font ce que l'enfant veut qu'il fasse. Victoria veut partir à la pêche. Ok, Victoria, on part à la pêche. Ils aident en douceur l'enfant à faire ce qui est nécessaire. Aider silencieusement un enfant qui risque de tomber à vélo, par exemple. Ils modifient l'environnement afin que l'enfant n'ait pas à modifier son comportement. Si un enfant est à côté d'un couteau dangereux, on le retire discrètement. Quand on demande à un enfant de faire quelque chose, on crée un terrain favorable au conflit et à la négociation. Quand on s'en tient aux paroles minimales, les possibilités de débat et de dispute diminuent. Le mode d'éducation taiseux est souvent celui qui crée le moins de résistance, moins de paroles et engendre moins de stress. Le sixième outil, c'est quand je dis à un enfant « arrête, ne fais pas ça », je renforce en lui une émotion et un comportement qui l'empêche d'apprendre à maîtriser ses actions et ses émotions, alors que bien sûr, je pense faire tout le contraire. Mais quand j'arrête réellement de le regarder et que je ne me soucie pas de son comportement, le miracle se produit. L'enfant cesse de faire n'importe quoi. Une fois qu'on s'est mis à l'ignorer, il s'assagit. Pour se faire obéir sans dire un mot, il y a quelques recettes. La prochaine fois que votre enfant se comporte mal, tournez les talons dès que vous vous sentez poindre le bras de fer ou la dispute. Entraînez-vous à garder la distance. Au bout de 5 à 10 minutes de silence, souvent, les choses se calment d'elles-mêmes. Transformez la mauvaise humeur en contribution. Confiez du travail, donnez une mission. Servez-vous des responsabilités comme de récompenses, en n'oubliant jamais que, aux yeux d'un enfant, travailler main dans la main avec un adulte est un privilège. Cessez de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut ne pas faire. Précisez plutôt les conséquences d'un comportement ou d'un autre en posant une question. Maîtrisez l'art de l'ignorance. À chaque fois que l'enfant se comporte de manière inappropriée, gardez une expression faciale neutre. Fixez l'horizon au-dessus de la tête de l'enfant, tournez les talons, éloignez-vous. Il y a aussi, pour modifier les comportements, les histoires. Chez les Inuits, lorsqu'un enfant s'enfuit vers les eaux glaciales avec le risque d'y rencontrer un ours, les patients se gardent de crier pour le ramener. Ils vont le chercher calmement, le ramènent à la maison, et quand tout est calme, ils lui racontent une histoire. Par exemple, la légende d'un cheval vivant
qui a l'habitude d'attraper les enfants lorsqu'ils s'approchent trop près de l'eau. La vertu des contes pour enfants est souvent éducative. Les contes inuits sont très nombreux, tout comme le sont les contes de la culture celtique. Les histoires qui mettent en œuvre des héros, des animaux, parfois des monstres, permettent aux enfants de découvrir des émotions et d'en tirer des enseignements. Ils stimulent aussi le rêve. On peut raconter toutes sortes d'autres histoires. L'avantage du parent qui raconte une histoire, c'est qu'il la personnalise pour l'enfant. Il l'adapte en fonction de la réaction de l'enfant, y ajoute des mimiques, des chatouilles, de l'humour. On peut raconter des histoires issues de l'histoire familiale, ce qui nous est arrivé à telle ou telle époque. On peut donner vie à des idées biologiques ou scientifiques, comme expliquer les bactéries pour se brosser les dents, ou apprendre à bien manger ou ne pas manger trop de sucre. On peut pratiquer l'anthropomorphisme, demander à l'enfant qui ne veut pas mettre son pyjama ce qu'en pense son pyjama et parler au pyjama. On peut laisser les monstres s'installer à la maison et discuter avec eux, donner des noms aux monstres, comme le monstre du partage, le monstre hurleur, le monstre des chaussures, ou le pyjamonstre, qui est un monstre qui emmène les enfants qui chahutent à l'heure de dormir. Il y a aussi, pour modifier les comportements, le jeu théâtral. Un exemple. Un enfant, sous le coup de la colère, tape son frère. Le parent dit « Aïe, ça fait mal » ou bien « Aïe, tu fais mal à ton frère ». Le parent ne crie pas, il ne punit pas l'enfant. Et puis il attend, et au bout d'un moment, calmement, pose une question à l'enfant. « Et si tu me tapais ?» L'enfant réfléchit. S'il tape sa mère, celle-ci ne crie pas, mais rejoue le théâtre. « Aïe, ça me fait mal !» Et puis la mère pose des questions. « Tu ne m'aimes pas ? Tu es encore un bébé ?» Ou d'autres questions encore avec un peu d'espièglerie. Ceci va calmer l'enfant. Les questions véhiculent l'idée que l'idée de taper blesse les sentiments et que les grands ne tapent pas. Cet exemple peut être adapté à l'infini. Il aide l'enfant à réguler ses émotions. Le jeu théâtral permet de convertir les problèmes en jeu et la discipline en pratique. Faites un spectacle de marionnettes où l'enfant joue un personnage. Faites d'un problème un jeu. Inversez le rôle parent-enfant, toujours avec humour et gaieté. Mettez en scène des petites pièces de théâtre. La règle, c'est que quand un enfant est contrarié, il ne peut pas apprendre. Quand il est non coopérant, c'est qu'il y a une tension entre l'enfant et le parent. Tout peut se résoudre par le jeu. La troisième tribu chez qui l'autrice s'est rendue, ce sont les Hadza tanzaniens. Les Hadza se caractérisent par la liberté qu'ils donnent à leurs enfants pour tout faire, leur droit à l'autonomie, non pas à l'indépendance, qui est valorisé. De nombreuses communautés de chasseurs-cueilleurs se donnent beaucoup de mal pour ne pas dire aux enfants ce qu'ils doivent faire. Ils veillent sur eux en les laissant faire ce dont ils ont envie. Ils n'exercent de contrôle qu'en dernier recours, de manière subtile, par un jeu de questions, de devinettes, etc. Quand un parent européen donne une vingtaine d'ordres, de conseils, de félicitations à un enfant, souvent au moins 2 ou 3 par minute, un parent Hadza n'en donne que 2 ou 3. Le reste du temps, il reste silencieux. Le silence et l'observation mutuelle sont de puissants anti-stress pour l'enfant. L'autoritarisme et les demandes incessantes donnent à l'enfant des occasions de pratiquer sa dépendance vis-à-vis du parent, tandis que celui-ci donne l'exemple de l'autoritarisme. Et ainsi, l'enfant apprend à être autoritaire et demandeur. Apprendre l'autonomie, c'est faire la différence entre indépendance et autonomie, c'est-à-dire reconnaître la connectivité avec l'environnement familial. Pour qu'un enfant soit autonome, il faut théoriquement se limiter à 3 ordres, questions, demandes, chaque heure. Attendre avant de donner une consigne, se demander si elle est pertinente, réserver les demandes et ordres pour rapprocher l'enfant de la famille, de façon à le rendre serviable et généreux. Simultanément,
l'autonomie s'accompagne de responsabilités vis-à-vis d'autrui en apprenant le partage. D'abord en donnant des occasions de pratiquer le partage, ensuite en montrant l'exemple du partage et troisièmement en étant reconnaissant du partage. Ainsi, l'enfant est à la fois autonome et apprend à partager. Ceci aboutit à la liberté et au travail d'équipe quand l'enfant grandit, alors que l'on considère souvent ces deux notions comme contradictoires. Le tout se faisant sous l'œil bienveillant du parent, on dirait en coulisses. Les bienfaits de l'autonomie, c'est d'abord la confiance en soi. En fournissant à l'enfant des occasions de pratiquer l'autonomie et en montrant l'exemple de la confiance en soi, le parent apprend à l'enfant la confiance en soi. Tout comme l'exercice et le sommeil, l'autonomie semble bénéfique à l'enfant sur à peu près tous les plans, selon beaucoup de neuropsychologues. En pratique, que faut-il faire? Tenter de ne donner que 3 ordres par heure. Voir si un enfant peut se sortir tout seul d'un obstacle ou d'un danger. Laisser faire sur des règles sans importance. Augmenter progressivement le temps de cette expérience. Ne pas répondre à sa place à un interlocuteur. Laisser les enfants gérer une dispute. Apprendre à l'enfant à éviter ou gérer les dangers dans la maison ou autour. Trouver à l'enfant des zones d'autonomie où le parent se met en retrait en tissant un filet de protection invisible. L'autrice évoque ensuite la notion de l'alloparentalité. Au fil des millénaires, l'évolution de l'être humain s'est accompagnée après la naissance d'un accroissement de la demande de temps, d'attention, de calories dépensées pour les enfants. L'alloparentalité ou autre parentalité a permis de répondre à tous ces besoins. Les alloparents sont toutes les personnes, hors parents, qui aident à s'occuper d'un enfant. L'évolution de l'être humain s'est opérée en partageant au sein du groupe la charge du soin apporté aux enfants. En même temps, l'enfant a évolué pour nouer des attaches au petit groupe de personnes qui s'occupent de lui. L'alloparentalité est l'une des raisons clés pour laquelle l'Homo sapiens a survécu à l'inverse par exemple de l'homme de Néandertal. La réussite de l'Homo sapiens est moins liée à l'homme chasseur qu'à la tante aidante ou le grand-père généreux. Comment exprimer et comprendre la leçon de l'alloparentalité? On peut regarder la tribu des F en Afrique centrale, où, dès qu'une femme accouche, d'autres aident, portent, câlinent, bercent, allaitent pour 20%, puis 40%, puis 60% du temps à 16 semaines. Au bout de quelques mois, la mère retravaille et confie le bébé à une allomère. En Afrique centrale, chez les Bakayas, il y a une vingtaine de personnes autour de l'enfant. En Inde du Sud, les alloparents s'appellent Sonta, c'est-à-dire groupe de frères et sœurs. Les adultes appellent fils ou fille tous les enfants se trouvant chez eux, et les enfants appellent petit père ou petite mère les alloparents les plus proches. Chez les Hadza, que l'on a vu un peu plus avant, l'alloparentalité est omniprésente. La situation dans ces peuples est donc très différente de ce que l'on observe en Occident. Les alloparents ne sont pas toujours des membres de la famille, et la notion d'alloparentalité s'est étendue, comme le montre l'étude des familles Acta d'Abigail Page sur la côte nord des Philippines. Les alloparents y sont des adultes, mais aussi des enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui s'occupent d'un quart des soins aux plus jeunes. Un enfant de 5 ans est le meilleur enseignant du monde. Cette étude conclut que la culture occidentale sous-estime la valeur de l'enseignement d'enfant à enfant. Une mère Hadza, Subion, disait « Vous êtes responsable de vos propres enfants,
mais vous devez aimer tous les enfants comme les vôtres. L'alloparentalité a de gros avantages pour l'enfant. Cela entraîne une stimulation physique et mentale. Elle est aussi bénéfique pour ce que l'on appellerait les vieux. Elle réduit leur stress, elle réduit leur anxiété, elle réduit la fréquence des maladies cardiovasculaires, des addictions, des dépressions, etc. En pratique, l'alloparentalité, c'est renforcer l'importance des petites mamans et des petits papas et les valoriser. C'est former des mini-alloparents. C'est tisser un réseau de tatas et de tontons. C'est monter éventuellement un groupe d'enfants multi-âges. C'est aider et apprendre à supporter les membres de sa famille quand cela est possible, bien sûr. Le dernier point sur lequel se penche l'autrice de ce livre, c'est le sommeil. En effet, en rentrant de ses voyages, l'autrice constate qu'il y a un sujet sur lequel sa fille n'a pas progressé, c'est le moment d'aller se coucher, alors que dans tous les pays, les tribus, les familles qu'elle a visitées, les enfants n'ont pas besoin des parents pour aller se coucher, ils demandent ou signalent qu'ils sont fatigués et ils vont se coucher. L'autrice remarque que dans beaucoup d'études, l'idée de contrôler l'endormissement et la durée du sommeil est bien décrite par les chercheurs qui étudient la vie des malades dans les asiles psychiatriques, avec une sorte d'obsession des soignants à contrôler le sommeil. La culture occidentale en est dérivée, alors que le sommeil humain est quelque chose de flexible, d'adaptable, de variable, de personnalisé. On se souvient de Virgile qui écrivit l'Énéide après son premier sommeil, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures du matin. Les tribus comme les Hadza, les Inuits, les San, les Shiman en Bolivie dorment 6 à 7 heures par nuit, ce qui est proche des sociétés occidentales. Ce qui fait la différence, c'est notre obsession à vouloir contrôler le sommeil des autres. À l'heure du coucher, au lieu de créer une atmosphère calme et apaisée, nous générons souvent lutte et conflit et apprenons à nos enfants à être anxieux et stressés. Comment chercher une bonne formule? Ce serait appliquer les principes de tendre camaraderie, les encouragements, l'autonomie, avec un minimum d'ingérence. Toutes les variantes sont évidemment possibles. Par exemple, on peut montrer l'exemple. J'épie mon enfant le soir. Au premier signe de fatigue, je lui dis « Mon corps est fatigué, je vais aller me coucher ». Je me brosse les dents, je mets mon pyjama, je m'allonge dans son lit, je commence à lire et j'attends. Quand mon enfant monte et s'allonge à côté de moi, j'exprime ma reconnaissance. Je lui accorde une attention positive, je ne la force pas, je la laisse venir se coucher, je lui caresse le dos pour qu'elle s'endorme. Je lui dis simplement, quoi qu'elle fasse, restons tranquilles, pour que notre corps et notre esprit puissent se calmer et se reposer et s'endormir. Et soir après soir, l'entraînement à être calme prend le dessus, et le plaisir à s'endormir vient petit à petit. La conclusion de ce livre est multiple, mais on peut la résumer à l'instar du livre How to Do Nothing de l'artiste Jenny Odell, qui montre que l'observation des oiseaux modifie nos sens et nous rend plus sensibles à la vue et au son qui nous entoure. On comprend que ce que l'on n'entendait pas est en réalité omniprésent autour de nous. C'est aussi vrai pour les enfants et pour leur gentillesse. En ralentissant et en changeant le comportement d'un enfant, notre sensibilité à son amour change et augmente. On voit l'enfant qui accourt pour secourir, celui qui cueille des fruits et aide pour le dîner. On prend conscience de sa serviabilité qui est omniprésente et spontanée. L'enfant lui-même renforce l'amour que nous avons pour lui. C'est, à mon sens, l'un des enseignements essentiels
de ce livre.